Avez-vous déjà ressenti que certaines photos de famille cachent plus de silence que de sourires? En 1932, dans une petite ville du centre de la France, une domestique posa dans un coin d'une image que personne n'avait vraiment regardée. Ce jour-là, au milieu d'un baptême élégant, un simple geste, un bébé tenu un peu trop près, un regard détourné trop vite, a déclenché un drame intime que la maison Valmont cacherait pendant plus de 3 décennies. Et pourtant, des années plus tard, un document signé devant un notaire allait bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur cette famille. Qu'a-t-on découvert? Et pourquoi cette vérité, révélée si tard, a-t-elle transformé la vie de 3 générations? Restez avec moi. Je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de réalités que nos archives et nos mémoires connaissent trop bien. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et dites-moi de quelle ville vous nous regardez. Votre soutien permet que ces récits dramatisés, inspirés de vérités humaines que nous portons tous, continuent d'être racontés ici. Cette photographie en noir et blanc, aux bords dentelés et marqués par des traces de doigts, cache un secret que personne n'a su voir pendant 33 ans. Sur l'image, devant une maison bourgeoise en pierre claire de 3 étages, la famille Valmont pose avec élégance. Monsieur Étienne, costume sombre et moustache fine, regarde l'objectif avec la satisfaction d'un homme qui a tout construit. À ses côtés, Madame Claire, robe claire et collier de perles, sourit de manière contenue, plus par obligation que par tendresse. Derrière eux, la grand-mère reine, rigide comme le patrimoine qu'elle représente. Mais c'est dans le coin gauche de la photo que tout se joue. Là se tient Jeanne Arnaud, la domestique. 22 ans, visage fin, tablier empesé. Dans ses bras, pas un panier de linge ni un plateau, mais le bébé des Valmont, enroulé dans une petite couverture de laine. Jeanne ne regarde pas l'appareil photo. Elle regarde l'enfant d'une manière qui détonne avec tout le reste. Un regard qui mélange soin, peur et un amour qui ne devrait pas être là. Parce que ce que personne ne sait encore, c'est que cette photo va devenir la preuve d'une vérité que Claire Valmont mettra 33 ans à avouer devant un notaire. Une vérité qui transformera une domestique invisible en la seule mère que ce bébé connaîtra vraiment. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi Claire signera un document qui changera tout, en prononçant des mots qu'elle a mis une vie entière à accepter. Jeanne vient d'un village viticole à quelques kilomètres de là. Fille d'un vendeur de journaux, elle a commencé à servir dans des maisons étrangères à 14 ans. Dans la France de cette époque, pour les jeunes filles pauvres, être domestique interne signifiait avoir un lit, de la nourriture et un minimum de salaire. Les archives départementales de la région conservent des registres de recensement montrant des centaines de jeunes femmes comme Jeanne, enregistrées comme domestiques résidant chez leurs employeurs, disparaissant de leur propre histoire pour entrer presque comme un meuble dans la vie des autres. Quand elle fut embauchée par les Valmont en 1931, la maison vivait une tension muette. Claire et Étienne étaient mariés depuis 8 ans et n'avaient pas d'enfants. Les voisines chuchotaient. Le médecin de famille, docteur Lenoir, avait insinué discrètement qu'il fallait peut-être accepter que la nature en ait décidé autrement, mais personne n'osait prononcer le mot stérilité à voix haute. Pour Claire, tout cela était une blessure ouverte. Elle voyait dans la vitrine des autres ce que son propre corps semblait lui refuser. Ce que personne dans la maison ne savait, c'est que Jeanne était arrivée en portant un deuil silencieux. À 19 ans, elle était tombée enceinte d'un jeune homme du village voisin, un maçon qui lui avait promis le mariage et qui, en apprenant la grossesse, avait disparu pour travailler dans une autre région, sans contrat, sans protection, sans famille avec des ressources. Jeanne avait été poussée par sa mère et par le prêtre local à résoudre discrètement la situation. L'enfant était né et, sous les conseils du curé lui-même, avait été emmené dans un orphelinat laïque d'une ville plus grande, enregistré comme fils de mère inconnue. Des registres paroissiaux conservés dans les archives de l'église Saint-Martin attestent de ces pratiques courantes à l'époque. Jeanne n'avait jamais oublié le poids de ce petit corps arraché de ses bras. Des années plus tard, travaillant déjà chez les Valmont, elle se réveillait encore à 3 heures du matin en entendant des pleurs qui n'existaient que dans sa mémoire. Ce fils perdu hantait chaque nuit, chaque silence,
chaque moment où elle tenait un enfant dans ses bras. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que la vie lui offrirait une seconde chance de maternité. Une chance beaucoup plus compliquée, beaucoup plus douloureuse. Parce qu'elle devrait aimer en silence, servir en se taisant, élever un enfant qui ne pourrait jamais l'appeler maman. Lorsque la nouvelle que Claire était enfin enceinte se répandit en 1932, la maison fut prise d'une sorte d'euphorie contrôlée. Jeanne prit en charge la cuisine, les escaliers, le linge, les nuits, tout pour préserver la délicate santé de sa patronne. La grossesse, difficile, fut entourée de soins. Madame Reine insista pour appeler le meilleur médecin de la ville. Le bébé naquit dans un hôpital, un garçon fort et en bonne santé qui reçut le nom de Paul Valmont. Les premiers jours, Claire essayait de s'approcher de son fils, mais quelque chose en elle semblait bloqué. L'accouchement compliqué, la peur de le perdre, le poids d'années de frustration. Le corps épuisé, les pleurs constants, la pression de la belle-mère et des voisins, tout se mélangeait. Le carnet de santé conservé à l'hôpital local porte la mention « mélancolie postpartum », avec la recommandation du docteur Lenoir de repos et distance du nourrisson. Mais dans la pratique, ce qui se passait était simple. Quand le bébé pleurait, c'est instinctivement Jeanne qui accourait. C'est elle qui passait la nuit debout, qui berçait dans le couloir sombre, qui inventait des chansons à voix basse. Paul se calmait dans ses bras, enfoui dans son chemisier de coton, reniflant l'odeur de savon commun et de fumée de cuisine. Avec le temps, même Madame Reine finit par trouver cela pratique. « Laissez la domestique avec le garçon, disait-elle. Claire a besoin de se reposer. Une dame de maison n'est pas née pour sentir les couches. » Sans s'en rendre compte, la famille Valmont poussait le lien vers la domestique. Jeanne connaissait la place qu'elle occupait et se surveillait constamment. Ne jamais appeler Paul mon enfant, ne jamais l'embrasser plus que nécessaire, ne jamais en montrer trop quand quelqu'un entrait dans la pièce. L'amour devait tenir dans son tablier, mais parfois, la nuit, quand elle berçait Paul en regardant la lune par la petite fenêtre du grenier, elle sentait une douleur physique dans la poitrine. La même douleur que le jour où on lui avait arraché son premier fils. Et c'est là que commence vraiment l'histoire. Parce que ce que Jeanne ne sait pas encore, c'est que ce bébé qu'elle tient dans ses bras deviendra la seule raison pour laquelle elle acceptera de rester invisible pendant 33 ans. La seule raison pour laquelle elle acceptera l'humiliation, la fatigue, le silence. Parce qu'aimer parfois signifie disparaître pour que l'autre existe. Mais ce que personne ne sait, pas même Claire, c'est que cette disparition aura un prix. Un prix que seule une femme au bord de la mort osera enfin reconnaître devant un notaire en prononçant les mots les plus difficiles qu'une mère puisse dire. Des mots qui briseront le silence de 3 décennies et transformeront une domestique en ce qu'elle a toujours été, même si personne ne voulait le voir. La photo de 1932 sera prise le jour du baptême de Paul, quelques mois après sa naissance. Le photographe local est appelé pour immortaliser la nouvelle étape de la maison. L'intention était de cadrer la famille Valmont, mais Paul pleurniche dans son landau. Claire, tendue, ne sait pas quoi faire. Étienne, impatient, veut que tout se termine rapidement pour retourner à son bureau. C'est Jeanne qui le prend dans ses bras pour le calmer. Le photographe, voulant en finir, suggère de laisser la jeune femme avec le bébé sur le côté, juste pour que la photo soit réussie. Personne ne s'y oppose. Et c'est ainsi, presque par hasard, que l'image reste figée pour toujours. La famille au centre, la domestique sur le côté, le bébé entre deux mondes. Dans cette seconde précise, Jeanne sent un nœud dans la gorge. La même sensation qu'il y a des années, quand on lui avait arraché l'autre enfant des bras. Elle serre Paul un peu plus fort, comme si elle pouvait, dans un geste minime, se promettre à elle-même que cette fois, elle ne le perdrait pas. Elle ne sait pas encore que ce que la vie lui demandera n'est pas de perdre, mais une autre forme, beaucoup plus difficile, d'aimer. Les années passent, et Paul grandit comme fils unique de la maison, avec tout ce que cela implique. Bonnes écoles, repas servis, attente d'étudier le droit à Paris. Jeanne continue là, vieillissant dans les escaliers, assistant à toutes les étapes. Le premier dent, le genou écorché, la première fièvre, la terreur nocturne, toujours en courant avant tout le monde,
toujours en retournant à sa propre chambre minuscule au grenier quand la maison se réveille. Les carnets de comptabilité d'Étienne, conservés dans les archives familiales, montrent des paiements mensuels réguliers à J. Arnaud, domestique, d'un montant de 80 francs par mois. Un salaire typique pour une employée de maison à l'époque, mais qui représentait à peine 60% de ce que gagnait un ouvrier d'usine. Et sur ces 80 francs, Jeanne en envoyait la moitié à sa mère malade dans son village. Ce qui restait suffisait à peine pour des souliers neufs une fois par an. Mais ce n'était pas l'argent qui la faisait rester. C'était le petit Paul qui, à 3 ans, tendait les bras vers elle dès qu'il se réveillait. C'était sa voix qui l'appelait quand il avait peur de l'orage. C'était la façon dont il se blottissait contre elle dans la cuisine, lui racontant des secrets qu'il ne disait jamais à personne d'autre. Des lettres que Jeanne écrivait à sa mère, retrouvées des décennies plus tard dans le grenier, révèlent ces moments. Maman, écrivait-elle en 1935, « Le petit Paul a fait ses premiers pas aujourd'hui. C'est moi qui tenais ses mains. J'ai pleuré comme si c'était mon propre fils. Parce que c'était son fils d'une certaine manière. Pas par le sang, mais par chaque nuit blanche, chaque chanson murmurée, chaque peur apaisée. Claire faisait ce qu'on attendait d'elle. Elle supervisait les études, emmenait Paul chez le tailleur, était présente aux événements de l'école. Mais dans les moments de fragilité, quand Paul revenait humilié d'un match de football ou d'un échec scolaire, c'est la cuisine qu'il cherchait. C'est là que Jeanne l'écoutait, posait une assiette de soupe devant lui, prononçait des phrases simples qui ne demandaient pas de performance, juste de la présence. La relation entre Claire et son fils était cordiale, mais distante. Quelque chose en elle ne parvenait pas à se connecter. Peut-être la dépression qui n'avait jamais vraiment disparu. Peut-être la honte de ne pas ressentir ce que les autres mères semblaient ressentir naturellement. Elle voyait les autres femmes au parc, embrassant leurs enfants avec une spontanéité qu'elle ne possédait pas. Et chaque fois qu'elle tentait de forcer cette spontanéité, Paul sentait l'artificialité et se retirait. Jeanne, de son côté, vivait dans un équilibre constant entre amour et invisibilité. À 6 heures du matin, elle allumait le poêle à charbon. À 7 heures, elle préparait le petit déjeuner. À 8 heures, elle réveillait Paul, l'aidait à s'habiller, coiffait ses cheveux rebelles. Pendant ce temps, Claire dormait encore, épuisée par des nuits d'insomnie et de pensées sombres qu'elle ne partageait avec personne. Les conditions de travail des domestiques dans la France des années 30 étaient épuisantes. Des journées de 14 à 16 heures sans réglementation. Des chambres minuscules au grenier ou au sous-sol. Pas de sécurité sociale jusqu'en 1945. Jeanne, comme des milliers d'autres femmes, travaillait sans contrat formel, ce qui signifiait qu'elle pouvait être renvoyée à tout moment, sans préavis, sans indemnité. Et ce n'était pas seulement la fatigue physique, c'était l'invisibilité sociale. Être dans la même pièce et entendre les gens parler comme si elles n'existaient pas. Entendre Étienne dire à des invités que sa maison fonctionnait comme une horloge, sans jamais mentionner qui faisait tourner cette horloge. Entendre Madame Reine se plaindre du coût de la vie, tout en portant des robes qui coûtaient plus que le salaire annuel de Jeanne. Mais il y avait aussi des moments de dignité reconquise, des petits gestes qui rendaient tout supportable. La boulangère du coin qui donnait toujours du pain supplémentaire qui avait soi-disant été laissé de côté. Sachant que Jeanne avait faim. Le docteur Moreau, voisin et médecin discret, qui la traitait gratuitement quand elle tombait malade, sans en parler au Valmont. Et surtout, Paul. Paul qui, à 8 ans, refusa un jour de dîner jusqu'à ce que Jeanne soit également assise à table. Ce fut la première fois qu'il la défendit. Étienne avait explosé de colère, criant qu'un enfant ne donnait pas d'ordre dans cette maison. Mais Paul, têtu, avait tenu bon. Il ne toucherait pas à son assiette tant que Jeanne ne serait pas traitée comme une personne. Finalement, pour éviter une scène, Claire avait cédé. Ce soir-là, pour la première fois en 6 ans, Jeanne s'assit à la table familiale. Ce ne fut plus jamais répété, mais Paul ne l'oublia jamais. À l'adolescence, Paul commença à remarquer ce qui lui paraissait auparavant naturel. Pourquoi tout le monde parlait à Jeanne comme si elle était moins importante? Pourquoi son père ne la regardait pas dans les yeux quand il donnait des ordres?
pourquoi sa grand-mère, en se plaignant de quelque chose, n'utilisait jamais le nom de la domestique. Seulement celle-là ou ça. La colère adolescente trouva là une cible facile. Mais l'affection qu'il ressentait pour Jeanne compliquait tout. Un jour, dans un de ces accès de rage typiques de ses 15 ans, il demanda brutalement « Pourquoi es-tu toujours resté dans cette maison ?» Jeanne répondit avec le calme de quelqu'un qui avait appris à vivre en avalant des questions. « Parce que c'est ici que ma vie a continué, Paul, et parce que quelqu'un devait rester pour te voir grandir. » Elle ne dit pas le reste à voix haute, même si je ne pourrai jamais dire qui je suis pour toi. Pendant ce temps, les mains de Jeanne commençaient à se déformer. À 40 ans, l'arthrite causée par l'eau glacée et le savon caustique lui rendait difficile de tenir des tasses. Des varices douloureuses faisèrent de monter les escaliers une torture, mais elle le cachait pour ne pas être vue comme trop vieille. Des douleurs chroniques dans le dos, conséquence d'années à porter Paul enfant et des seaux d'eau, laissaient des séquelles permanentes. Sans argent pour le dentiste, elle avait perdu plusieurs dents et souriait de moins en moins. Avec le temps, des rumeurs commencèrent à circuler dans la rue. Il ne manquait pas de langues pour insinuer que ce garçon ressemble plus à la domestique qu'à la mère, ce qui n'était pas vrai physiquement, mais révélait à quel point les gens percevaient intuitivement le lien. Claire entendait les commentaires, prétendait ne pas s'en soucier, mais à l'intérieur elle ressentait quelque chose entre jalousie et culpabilité. Un soir, après une dispute avec son mari au sujet de l'avenir de Paul, Claire descendit à la cuisine, où Jeanne pliait des torchons. Il y eut un long silence avant la phrase qui changea tout. « Vous savez qu'il voudra partir d'ici, n'est-ce pas? Il ira à Paris, aura sa propre vie, et je ne sais pas quelle place j'aurai dans sa mémoire. » Jeanne avala difficilement. L'envie de dire moi non plus, je ne sais pas, était forte, mais elle se retint. Au lieu de cela, elle répondit peut-être est-il temps d'arrêter de prétendre que tout cela est simple. C'était la première fois, en 20 ans, que les deux parlaient de ce qui avait toujours été là. Qui était la mère de qui? La conversation ne résolut pas tout, mais elle planta une question dans la tête de Claire. Qu'est-ce qu'être mère? Celle qui a porté l'enfant dans son ventre ou celle qui s'est réveillée avec lui pendant 20 ans? Et cette question, Claire ne pourrait y répondre que des décennies plus tard, devant un notaire, avec des mots qu'elle mettrait toute une vie à accepter. Les décennies filent comme des saisons qui ne veulent pas finir. 1939 arrive avec la guerre, puis l'occupation, puis la reconstruction. Paul grandit entouré de livres et de privilèges, mais aussi d'une conscience grandissante de l'injustice, qu'il voit sous son propre toit. À 18 ans, en 1950, il part étudier le droit à Paris, comme son père l'avait toujours voulu. Mais avant de partir, il fait quelque chose qu'il n'avait jamais osé faire. Il entre dans la cuisine, où Jeanne, maintenant âgée de 40 ans, épluche des pommes de terre. Sans un mot, il s'agenouille devant elle, prend ses mains déformées par l'arthrite et dit « Je reviendrai. Et quand je reviendrai, les choses seront différentes. Je te le promets. » Jeanne sourit avec une tristesse qui connaît trop bien les promesses des jeunes hommes. Elle caresse son visage et répond « Va vivre ta vie, Paul. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Mais Paul ne tient pas sa promesse. Pas immédiatement. À Paris, il construit sa vie. Il étudie, travaille, rencontre des gens. Et peu à peu, la culpabilité devient plus facile à porter quand on est loin. Les lettres à Jeanne deviennent moins fréquentes. Les visites, plus espacées. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la lâcheté ordinaire. La lâcheté de celui qui sait qu'il devrait agir, mais trouve toujours une excuse pour remettre à plus tard. Pendant ce temps, dans la maison Valmont, le temps continue son œuvre silencieuse. Étienne meurt en 1958 d'une crise cardiaque, à 65 ans. Une mort rapide, sans souffrance excessive, mais qui laisse Claire seule avec ses fantômes. Les registres de décès de la mairie confirment la date et la cause. Le notaire lit le testament simple. Tout va à Claire. Jeanne, après 26 ans de service, n'est mentionnée nulle part. Paul revient pour l'enterrement. Il a maintenant 26 ans, un costume bien coupé, des manières polies de quelqu'un qui a réussi. Il serre la main de sa mère avec respect. Il embrasse sa grand-mère reine, maintenant très âgée et confuse. Et puis il voit Jeanne, debout dans un coin du salon comme toujours, invisible même dans son propre deuil.
Parce que Jeanne pleure aussi. Elle a passé 26 ans dans cette maison, à servir cet homme qui ne l'a jamais regardé comme un être humain. Mais elle pleure quand même, parce que c'est ce qu'on fait quand quelqu'un meurt, même s'il ne vous a jamais vu. Paul s'approche d'elle, maladroit. Il veut dire quelque chose de profond, quelque chose qui répare 26 ans de silence. Mais ce qui sort de sa bouche est pathétique. « Comment vas-tu » Jeanne le regarde avec des yeux fatigués et répond comme j'ai toujours été, Paul. Ici, attendant. Ces mots le hantent pendant des années. Attendant quoi? Attendant qu'il tienne sa promesse. Attendant qu'il grandisse et devienne l'homme qu'il prétendait vouloir être. Mais Paul retourne à Paris après l'enterrement. La vie continue. La culpabilité aussi. Claire, maintenant veuve, se retrouve seule avec Jeanne dans la grande maison. Madame Reine meurt 2 ans plus tard, en 1960, à 92 ans. Les registres paroissiaux notent son décès et son enterrement discret. Et soudain, il n'y a plus que 2 femmes qui ont passé 30 ans à se tourner autour d'une vérité qu'aucune n'osait nommer. C'est à ce moment-là que quelque chose commence à changer chez Claire. À 55 ans, confrontée à sa propre mortalité, elle commence à se poser des questions qu'elle avait évitées toute sa vie. Qui sera là quand je mourrai? Qui gardera ma mémoire? Et surtout, qui ai-je vraiment été dans la vie de mon fils? Un soir, elle fait quelque chose d'inédit. Elle invite Jeanne à s'asseoir avec elle dans le salon. Pas dans la cuisine, pas debout, mais assise, dans un fauteuil, comme une égale. Jeanne, désorientée par cette situation sans précédent, hésite. Claire insiste. « Asseyez-vous, Jeanne. Il est temps que nous parlions vraiment. » Et elle parle. Pour la première fois en 30 ans, elle parle sans la hiérarchie qui a toujours pesé entre elles. Claire avoue sa dépression, son incapacité à se connecter avec Paul, la honte qu'elle a toujours ressentie. Jeanne avoue son amour pour Paul, la douleur de devoir le cacher, le fils perdu qu'elle n'a jamais oublié. Elles pleurent ensemble, ces 2 femmes qui ont partagé la même maison pendant 3 décennies mais n'ont jamais vraiment parlé. Ce soir-là marque un tournant. Claire commence à voir Jeanne différemment. Non plus comme la domestique, mais comme la femme qui a élevé son fils quand elle n'en était pas capable. Et pour la première fois, elle ressent quelque chose qui ressemble à de la gratitude, mais aussi à de la culpabilité. Parce que reconnaître cela signifie admettre qu'elle a échoué là où Jeanne a réussi. Les années 1960 arrivent avec leur changement. La France se transforme. Les lois sur le travail domestique commencent lentement à évoluer. Mais pour Jeanne, maintenant âgée de 52 ans, c'est trop tard. Son corps porte les cicatrices de décennies de travail. Ses mains ne peuvent plus tenir une aiguille sans trembler. Ses jambes peinent à monter les escaliers qu'elle a montés des milliers de fois. Un matin de 1963, Paul reçoit un appel de sa mère. Sa voix est différente, urgente. « Il faut que tu reviennes. Jeanne est malade. » Paul, maintenant âgé de 31 ans, prend le premier train. En arrivant, il trouve Jeanne alitée, fiévreuse. Le docteur Moreau, le vieux médecin qu'il a toujours traité gratuitement, est là. Il prend Paul à part et dit « Elle a besoin de repos, de vrais soins. Cette femme a travaillé sans arrêt pendant 30 ans. » Son corps dit « Stop ». Paul regarde Jeanne, petite dans le grand lit de la chambre de bonne, et quelque chose se brise en lui. Cette femme a sacrifié sa vie entière pour une famille qui ne l'a jamais reconnue. Et lui, qui prétendait l'aimer, n'a rien fait. Il prend une décision. Il reste. Il annule ses rendez-vous à Paris, prend un congé de son cabinet d'avocat. Il reste pour s'occuper de Jeanne, comme elle s'est occupée de lui pendant 18 ans. Claire observe tout cela depuis le pas de la porte, et elle voit ce qu'elle a toujours su mais n'a jamais voulu admettre. Son fils aime cette femme comme une mère, plus qu'il ne l'a jamais aimée, elle. Et au lieu de ressentir de la jalousie, pour la première fois, elle ressent de la paix, parce qu'elle comprend enfin que l'amour n'est pas une compétition. Être mère n'est pas un titre qu'on reçoit à la naissance d'un enfant. C'est un rôle qu'on joue chaque jour, chaque nuit, pendant toutes ces années où personne ne regarde. Et c'est à ce moment-là, en voyant Paul tenir la main de Jeanne avec une tendresse qu'il n'a jamais eue pour elle, que Claire prend la décision qui changera tout. Elle ne peut pas rattraper 30 ans de distance.
Elle ne peut pas devenir la mère qu'elle n'a jamais été. Mais elle peut faire une chose. Elle peut dire la vérité. Et elle peut reconnaître devant le monde qui a vraiment été la mère de son fils. Il lui faudra encore 2 ans pour trouver le courage. 2 ans pour accepter que reconnaître Jeanne ne diminue pas son propre rôle, mais l'honore enfin. 2 ans pour comprendre que la plus grande preuve d'amour qu'elle peut donner à son fils n'est pas de prétendre qu'elle a été là, mais d'admettre qui a vraiment été là. 1. Claire a maintenant 60 ans. Une maladie cardiaque la fatigue de plus en plus. Le médecin a été clair, elle n'a peut-être plus beaucoup de temps. Mais au lieu de la terrifier, cette nouvelle lui donne une clarté qu'elle n'a jamais eue. Le temps des mensonges est terminé. Le temps de la vérité est venu. Elle convoque Paul et Jeanne dans le salon un après-midi de mars. Jeanne, maintenant âgée de 55 ans, entre nerveusement. Elle n'a jamais été invitée à s'asseoir dans ce salon autrement qu'en tant que domestique. Paul, 33 ans, regarde sa mère avec inquiétude. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Claire sort une enveloppe de son sac. « J'ai pris rendez-vous avec Maître Dubois, le notaire, demain à 3 heures. Vous viendrez tous les deux avec moi. Ce n'est pas une demande, c'est une déclaration. » Paul commence à protester, mais Claire lève la main. « Non, Paul, écoute-moi. J'ai passé 33 ans à vivre dans le mensonge. Je ne mourrai pas sans dire la vérité. » Le lendemain, ils arrivent à l'étude notariale de Maître Dubois. C'est un bureau simple, avec des meubles en bois sombre, des piles de documents jaunis par le temps, une lumière douce qui filtre à travers des rideaux de dentelle. Maître Dubois, homme de 50 ans au regard discret, les accueille avec la politesse professionnelle de quelqu'un qui a vu toutes sortes de drames familiaux. Mais ce qui se passe ensuite le surprend. Claire entre, appuyée sur Paul, mais refuse de s'asseoir avant Jeanne. Le notaire trouve cela étrange. Les domestiques restent généralement debout ou dans l'antichambre. Mais Claire, d'une voix ferme qui contraste avec son corps fragile, dit « Jeanne s'assoit à côté de moi. Elle n'est pas ici en tant que domestique. » Paul place une chaise. Jeanne, mal à l'aise dans cette situation inédite, hésite. Claire tend la main, un geste qu'elle n'a pas fait en 33 ans. Jeanne s'assoit, les larmes déjà aux yeux. Elle ne comprend pas encore ce qui va se passer, mais elle sent que quelque chose d'immense est sur le point de se briser. Maître Dubois commence à lire le document que Claire a préparé. C'est un acte de donation entre vifs. Claire Valmont donne l'intégralité de sa propriété, la maison familiale, à Jeanne Arnaud. De plus, elle demande l'enregistrement public de Jeanne comme membre de la famille, avec reconnaissance officielle de son rôle de mère de cœur de Paul Valmont. Les archives départementales conservent ce document, daté du 17 mars 1965, avec les signatures et les témoins. Quand le notaire arrive à la clause qui explique les raisons de cette donation, il regarde Claire, s'attendant à ce qu'elle confirme simplement d'un oui. Mais Claire lève la main, demandant à parler. Le silence s'installe, lourd comme une pierre. Elle respire profondément et regarde Jeanne. « Pendant 33 ans, dit-elle d'une voix qui tremble mais ne se brise pas, j'ai porté le titre de mère. Mais c'est toi qui as porté mon fils. Dans tes bras, dans tes nuits blanches, dans ta patience que je n'avais pas. C'est toi qui as essuyé ses larmes. C'est toi qui as chanté pour qu'il s'endorme. C'est toi qui as été là chaque fois qu'il avait peur, chaque fois qu'il était malade, chaque fois qu'il avait besoin de quelqu'un. » La voix de Claire se brise. Paul serre la main de sa mère, puis celle de Jeanne, unissant les deux femmes dans un geste qui aurait dû exister depuis 33 ans. Claire continue, regardant maintenant le notaire. « Je signe cet acte parce que l'histoire doit être honnête. Elle est la vraie mère de Paul, pas par le sang mais par tout ce qui compte vraiment, par la présence, par le sacrifice, par l'amour qu'on ne lui a jamais demandé mais qu'elle a donné quand même. Et je ne veux pas mourir sans que le monde le sache, sans que ce soit écrit, officiel, reconnu. » Jeanne s'effondre en sanglots. 33 ans d'amour silencieux, 33 ans d'invisibilité, 33 ans de se demander si quelqu'un voyait ce qu'elle donnait. Et voilà que la femme qui avait le pouvoir de la nier choisit de la reconnaître. Paul pleure aussi, embrassant les deux femmes, formant un triangle de 3 personnes qui, chacune à sa manière,
On payait un prix terrible pour un système cruel qui dictait qui pouvait aimer et comment. Claire prend la main de Jeanne et dit quelque chose qu'elle aurait dû dire il y a 30 ans. « Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir été trop faible pour être ce que j'aurais dû être. Pardonne-moi d'avoir laissé tomber le poids de ma maternité sur tes épaules sans jamais te remercier. Pardonne-moi d'avoir été jalouse de toi au lieu de te voir comme ce que tu étais vraiment. Un cadeau. » Jeanne serre la main de Claire et répond à travers ses larmes « Il n'y a rien à pardonner. Tu m'as donné la possibilité d'être mère une seconde fois. Après avoir perdu mon premier fils, tu m'as donné Paul. Même si je devais rester dans l'ombre, même si je devais me taire, tu m'as donné la seule chose qui comptait vraiment, la chance d'aimer un enfant et de le voir grandir. » Le notaire, visiblement ému, ce qui est rare dans cette profession, signe comme témoin. Il a vu des centaines de documents dans sa carrière, des testaments amers, des héritages disputés, des familles déchirées par l'argent. Mais il n'a jamais vu quelque chose comme ça. Un acte de reconnaissance pure. Un document qui ne parle pas de biens matériels mais de vérité humaine. Quand il remet la copie du document à Jeanne, il fait quelque chose d'inédit. Il se lève et fait une légère révérence de respect. « Madame Arnaud », dit-il. Plus la domestique. « Madame ». Un titre qu'elle n'a jamais eu en 33 ans dans cette maison. Claire ajoute une dernière chose. La maison sera transformée. Elle ne sera plus la maison Valmont. Elle sera la maison Jeanne. Un lieu où les jeunes travailleurs venus de la campagne pourront trouver un toit, un repas, et surtout, quelqu'un qui les appelle par leur nom. Pas domestique, pas fille de cuisine, pas garçon de service, par leur nom. Paul comprend alors que sa mère lui a donné le plus grand cadeau qu'elle pouvait donner. Pas de l'argent, pas du prestige, mais la vérité. La permission d'aimer Jeanne sans culpabilité. La reconnaissance que l'on peut avoir deux mères, chacune ayant donné ce qu'elle pouvait. L'une la vie, l'autre l'amour quotidien. Et les deux sont importantes. Les deux méritent d'être reconnus. En sortant de l'étude notariale, le soleil brille d'une manière différente. Jeanne marche entre Claire et Paul, non plus derrière eux comme elle l'a fait pendant 33 ans, mais à côté d'eux. Égale, reconnue, vue. Pour la première fois dans sa vie, elle n'a pas à se cacher. Elle peut aimer Paul ouvertement. Elle peut être appelée ce qu'elle a toujours été, même si personne ne voulait le voir. Mère. Les mois qui suivent cette journée de mars sont différents. La maison Valmont devient progressivement la maison Jeanne. Paul, qui a démissionné de son cabinet d'avocat à Paris, revient définitivement dans sa ville natale pour aider à la transformation. Ils adaptent les chambres. L'ancienne chambre de bonne au grenier, où Jeanne a dormi pendant 33 ans dans un espace minuscule, devient une chambre d'invité confortable. Le salon, autrefois réservé aux réceptions formelles, devient un lieu chaleureux où les jeunes peuvent se réunir. Claire vit assez longtemps pour voir les premiers jeunes arriver. Des garçons et des filles venus de villages viticoles, de fermes éloignées, cherchant du travail et des études en ville. Ils trouvent dans la maison Jeanne non seulement un lit et des repas, mais surtout quelqu'un qui les traite avec dignité. Jeanne, qui connaît trop bien ce que signifie être invisible, s'assure que chaque jeune soit vu, entendu, respecté. Un après-midi de novembre 1966, Claire appelle Jeanne dans sa chambre. Elle est maintenant très faible, le cœur cédant lentement. Jeanne s'assoit à côté du lit et Claire prend sa main. « Tu sais », dit Claire avec un sourire fatigué, « j'ai passé ma vie à avoir peur de ne pas être assez. Pas assez bonne mère, pas assez forte, pas assez aimante. Et cette peur m'a paralysée. Elle m'a empêché de faire ce que j'aurais dû faire. » Jeanne serre doucement sa main. « Nous avons toutes nos faiblesses, madame. » Claire sourit. « Appelle-moi Claire. Après 34 ans, je crois que tu as gagné le droit de m'appeler par mon prénom. » Jeanne hésite, puis sourit aussi. « D'accord, Claire. » Claire meurt 2 jours plus tard, paisiblement, dans son sommeil. Les registres de décès de la mairie notent la date du 23 novembre 1966. Elle avait 61 ans. L'enterrement est simple, sobre, comme elle l'avait demandé. Et pour la première fois dans l'histoire de cette famille, Jeanne ne se tient pas en retrait. Elle s'assoit à côté de Paul au premier rang, en place de famille. Les voisins chuchotent, c'est inhabituel. Une domestique assise avec la famille? Mais Paul, d'une voix calme mais ferme,
explique à quiconque ose questionner. Jeanne n'est pas une domestique, elle est ma mère. Pas celle qui m'a mis au monde, mais celle qui m'a élevé. Et je ne permettrai à personne de diminuer ça. Les années passent. La Maison Jeanne devient connue dans la région comme un lieu d'accueil bienveillant. Le journal local, Le Courrier du Centre, publie en 1967 un petit article sur cette initiative. On y lit Madame Jeanne Arnaud et son fils adoptif Paul Valmont ont transformé l'ancienne propriété familiale en un refuge pour jeunes travailleurs. Une copie de cet article est conservée dans les archives municipales. Jeanne vieillit avec grâce. Les douleurs de l'arthrite sont toujours là. Les séquelles de décennies de travail dur ne disparaissent pas. Mais maintenant, elle a des jeunes qui l'aident, qui insistent pour porter les seaux lourds, qui la font asseoir pendant qu'ils préparent le dîner. Elle qui a passé sa vie à servir les autres peut enfin accepter d'être servie. Paul ne se marie jamais. Il consacre sa vie à la Maison Jeanne et à prendre soin de celle qui a pris soin de lui. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un choix. Parce qu'il a compris, peut-être trop tard mais il a compris quand même, que l'amour véritable n'est pas dans les grands gestes spectaculaires. Il est dans la présence quotidienne. Dans le fait d'être là, jour après jour, nuit après nuit, même quand personne ne regarde. Un soir de printemps 1970, Jeanne est assise dans la cuisine avec Paul. Elle a maintenant 60 ans. Elle regarde autour d'elle, cette cuisine où elle a passé tant d'années, et dit « Tu sais ce qui est étrange, Paul ? J'ai passé 33 ans dans cette maison en me sentant invisible. Et maintenant, dans cette même maison, je me sens enfin vu. Pas parce que les murs ont changé, mais parce que les gens ont changé leur façon de me regarder. » Paul prend sa main et répond « Tu as toujours été visible pour moi. J'étais juste trop jeune, trop lâche pour le dire à voix haute. Mais tu l'as toujours été. Depuis le jour où tu as tenu ma main pour mes premiers pas, depuis le jour où tu as chanté pour calmer mes peurs, depuis le jour où tu es resté debout toute la nuit parce que j'avais de la fièvre, je t'ai toujours vu. » Jeanne sourit, ce sourire qui a traversé tant d'années de douleur et de silence. Je sais, je l'ai toujours su. Et c'est pour ça que je suis resté. Jeanne Arnaud meurt en 1973, à l'âge de 63 ans. Une pneumonie, rapide, presque indolore. Elle s'éteint dans son sommeil, dans la chambre qui était autrefois celle de Claire. Paul est à côté d'elle, tenant sa main, comme elle a tenu la sienne tant de fois. Ses derniers mots sont simples. J'ai eu 2 fils dans ma vie. L'un, je n'ai jamais pu le tenir assez longtemps. L'autre, je n'ai jamais pu le lâcher. Merci de m'avoir laissé être ta mère. L'enterrement de Jeanne est différent de celui des Valmont. Il y a des dizaines de jeunes qui sont passés par la Maison Jeanne. Ils viennent tous. Ils portent son cercueil. Ils pleurent la femme qui les a accueillis quand personne d'autre ne le faisait. Et Paul, au milieu d'eux, réalise que sa mère n'a pas seulement élevé un fils. Elle a changé des dizaines de vies. La Maison Jeanne continue après sa mort. Paul, maintenant âgé de 41 ans, la dirige avec la même philosophie. Toujours accueillir, toujours respecter, toujours appeler les gens par leur nom. Et dans le couloir principal, accrochée dans un cadre simple, se trouve la photographie de 1932. Cette photo en noir et blanc, au bord dentelé, qui montrait la famille Valmont au centre et la domestique sur le côté. Mais maintenant, en dessous, il y a une petite plaque en cuivre. Elle dit simplement « Jeanne Arnaud, 1910-1973, mère de cœur, femme de courage ». Paul montre parfois cette photo aux nouveaux arrivants. Il pointe la jeune femme dans le coin gauche et dit « Vous voyez cette femme ? C'est elle qui a construit tout ça, pas avec de l'argent, pas avec du pouvoir, avec de l'amour qu'on ne lui a jamais demandé, mais qu'elle a donné quand même, avec une présence que personne n'a jamais reconnue, mais qui était là chaque jour. » Les jeunes regardent la photo et voient ce que personne n'avait vu en 1932. Ils voient une femme qui tient un bébé avec un amour qui transcende tous les titres. Un amour qui n'a pas besoin de reconnaissance officielle pour être réel. Un amour qui dure 33 ans dans le silence avant d'être finalement nommé. Et c'est là, dans cette maison qui n'est plus un lieu de service, mais un lieu d'accueil, que l'histoire de Jeanne continue. Pas dans un musée où les étrangers passent sans comprendre, mais ici,
dans les murs qu'elle a nettoyés, dans la cuisine où elle a cuisiné, dans les chambres où elle a veillé, ici, où sa présence n'a jamais vraiment disparu, parce que voilà la vérité que cette photo de 1932 a mis des décennies à révéler. Être mère n'est pas une question de sang. Ce n'est pas un titre qu'on reçoit à la naissance d'un enfant. C'est un rôle qu'on joue chaque jour, dans les moments où personne ne regarde, dans les nuits blanches que personne ne compte, dans les sacrifices que personne ne voit. Et parfois, les vraies mères sont celles qui se tiennent dans le coin de la photo, tenant un enfant qui n'est pas le leur par la loi, mais qui est le leur par tout ce qui compte vraiment. Par la présence, par le sacrifice, par l'amour qui ne demande rien en retour. Jeanne Arnaud a été cette mère, et même si le monde a mis 33 ans à le reconnaître, Paul l'a toujours su. Claire l'a finalement admis. Et maintenant, tous ceux qui passent par la maison Jeanne l'apprennent aussi. Parce que son histoire n'est pas seulement la sienne. C'est l'histoire de toutes les personnes invisibles qui donnent tout sans rien attendre. C'est l'histoire de l'amour qui existe dans les marges, dans les ombres, dans les coins des photos où personne ne pense à regarder. Et c'est l'histoire d'une vérité simple mais profonde, que l'amour véritable ne se mesure pas en moments spectaculaires, mais en présence quotidienne. Que la vraie maternité ne se trouve pas toujours dans le ventre qui a porté, mais souvent dans les bras qui ont bercé. Et que reconnaître cette vérité, même tard, même avec des décennies de retard, c'est quand même un acte de courage et de rédemption. La photo de 1932 reste accrochée dans le couloir de la maison Jeanne. Un rappel silencieux que parfois, les personnes les plus importantes de nos vies sont celles que nous avons oublié de voir, jusqu'à ce que quelqu'un avec courage choisisse de dire la vérité. Et voilà, derrière cette photographie de 1932, derrière cette famille figée dans le protocole, il y avait une vérité que personne n'avait osé regarder. Une vérité fictionnelle, oui, mais profondément inspirée de réalités humaines de notre histoire. Parfois, ceux qui nous élèvent n'ont jamais porté notre nom, et ceux qui nous aiment le plus n'ont jamais été autorisés à exister. La vie nous rappelle ici que la maternité, et plus largement l'amour, ne se définit pas par le sang, mais par la constance, la présence, le courage silencieux de ceux qui restent, quand tout le monde s'en va. Reconnaître cela, même tardivement, est un acte de dignité et de rédemption. Avant de nous quitter, je vous laisse une réflexion. Dans un monde où tant de gens passent inaperçus, peut-être devrions-nous apprendre à regarder davantage ceux qui restent dans les coins de nos photos, de nos maisons, de nos vies. Ce sont souvent eux qui portent les histoires les plus vraies, les plus lourdes, les plus essentielles. Et vous, qu'est-ce que cette histoire vous fait ressentir? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a joué un rôle immense dans une vie, sans jamais en recevoir la reconnaissance? Pensez-vous que l'amour silencieux peut marquer une personne plus profondément que tout le reste? Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez un mot qui résume ce que cette histoire évoque pour vous. Présence. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez en commentaire un souvenir ancien, une histoire de vos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, quelque chose qui pourrait peut-être inspirer un prochain récit sur cette chaîne. Merci, vraiment, de contribuer à faire vivre ces mémoires humaines, même lorsqu'elles sont transformées en drames narratifs pour mieux nous toucher. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la petite cloche et de partager ce récit avec quelqu'un qui aime les histoires humaines et profondes. Et si vous voulez prolonger l'émotion, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Un autre drame familial vous y attend.